C'est du nom comme on ces jours-là. Fais ça message. Voilà un peu votre honneur, si je peux me limiter là, en attendant d'autres questions. Ok, merci beaucoup. Les explications sont tout à fait claires, mais la soif, la réponse sous 7 ou 8 réserves. Alors, en cas d'inobservation de l'une des conditions, est-ce qu'il y a un incident direct sur le résultat que vous aviez présenté à l'issue de votre travail? Est-ce qu'il y a un incident direct en cas d'inobservation de l'une des recommandations faites par vous? Merci pour la parole accordée, votre honneur. Bien sûr, je venais de dire que il y a eu mort d'homme. Et donc c'est une perte. Et on n'a pas le droit d'être superficiel. Donc on doit épuiser toutes les sources d'informations qui permettent à la vérité de triompher. C'est dans ce sens-là. Par exemple, si auprès des témoins privilégiés, ceux qui l'ont vu dernièrement vivant, on peut avoir des informations qui... Les chocs, ainsi de suite. Maintenant, notre question est celle-ci. Comment peut-on retenir des tensions cérébrales à l'égard de la mort du policier Kabea? Quand il parle de tensions cérébrales, on peut admettre ou on peut conclure que le policier Kabea avait reçu les coups administrés par quelqu'un, ou soit le policier Kabea avait reçu les coups lorsqu'il était tombé, ou soit la tension était par rapport à l'AVC. C'est ça les trois préoccupations, monsieur le Premier Président. Nous ne pouvons pas connaître son état de santé avant. Souffrait-il d'hypertension? Soignait-il cette hypertension ou non? Ce qui concerne l'hypertension. 2. Il y a des maladies qui provoquent une sidération du cerveau. C'est l'épilepsie dont je vous ai parlé. Mais quelqu'un qui pique une crise d'épilepsie, ne passe pas inaperçue. C'est tout à fait spectaculaire. Et par conséquent, l'éco-détenu, s'il était advenu qu'il ait piqué une crise d'épilepsie au cachot ou à l'extérieur du cachot, les témoins privilégiés restent encore des co-détenus. Engayawaga tikanga zoyemba lalo tikanga nazo pleurer. Oh bah détenu ouais.
Les gars caméramen. Abimate. Bamonaki. Bamonaki. Pourquoi ça va pas? Pour maintenant sécurité bateau ba osa musala ya bango. Tika la biso tu ba ba ke na bango. Nani hapo wole miso? C'est du na comme la ce jour là. Fais ça message. Bazo zo bino ko na caméra bo. Kitete. C'est là qui t'a cassé les nez. Ça c'est le fandi. Tu vas continuer à boulot. Gardez, portez, allumez, immobile. Monsieur le Premier Président de la communauté de Kinshasa-Gombe, mon colonel, la poste audience est rangée pour vous rendre son honneur et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste audience, agent chef, Logana, Jacques-Claude. Agent Bogoné. Armée. Oh. Pied. Rep. Précis au premier degré en chambre foraine en procédure de flagrance ce lundi 12 mai 2025 dans l'enceinte du camp Lufungula, site dans la commune de Lingwala. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 470/025, RMP numéro 4664/25/NTB. En cause, l'auditeur émetteur supérieur, ministère public et le parti civil ci-après. 1. Monsieur Salomon Kabungu. 2. Madame Aimé Kiningu Mukalabama. Contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire supérieur adjoint Dunia Olivier. 2. Commissaire supérieur adjoint Banga Gajole. 3. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel. 4. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. 5. Sous-commissaire adjoint Libenge Kaindo. 6. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. 7. APP Kabongo Théo. Prévenu de homicide préteur intentionnel, violation des consignes. Fait à Kinshasa le 9 mai 2025, le greffier principal Mounongo Zakimouna Vincent, lieutenant-colonel. En cause, auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile Salomon Kabongo et Aimé Kiningu Mukalabama. Contre les prévenus ci-après, commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia. À la barre.
Sous-commissaire adjoint Libenge Kaindo. Brigadier en chef Sangwa Mulangi. APP Kabongo Théo. Défi à qu'à l'appel de la cause, les prévenus comparaissent en personne, assister de leurs conseils comme suite. Maître Pio Tunzenge Cédric, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Greg Mutombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Votre honneur, conjointement avec Maître Alfred Fiston Bélécou, avocat. Hier, la Cour avait prescrit au greffier un certain nombre de devoirs. Est-ce que vous êtes exécuté par rapport à ces devoirs-là? Ok, merci beaucoup. Oui, maître. Maître Kitenge Joël, avocat près la cour d'appel du Sankourou, pour les deux parties civiles. Oui, la Cour avait assigné par l'entremise du greffe les experts, notamment le général Kikobia Denis, médecin, ainsi que le professeur Dr Chumba Ondo, général, médecin. Il peut se présenter à la barre. Capitaine médecin légiste Moulamba, à la barre. Police d'audience, prenez soin d'isoler le capitaine. Cherchez une salle agréable, hein, pour le mettre en attendant la déposition du général. Non, place-moi à Kogoyo Kananoute. Même à un bureau. Les rapports d'expertise médico-légale, mais ce rapport, selon les parties, est trop technique. Et étant juriste, les uns comme les autres ont été pratiquement en difficulté d'interpréter certains termes utilisés par vous, nonobstant l'évolution de la science, mais quand même la comparaison de l'auteur de l'œuvre paraît utile pour la manifestation de la vérité et éclairer la lanterne aussi de la cour. Donc vous êtes à la disposition des parties au procès, notamment ministère public, parties civiles ainsi que parties prévenues, qui vont vous soumettre leurs préoccupations dans l'espoir de trouver une satisfaction. On commence par le ministère public. C'était comme le président l'a dit tout à l'heure, c'était pour expliquer à la Cour les termes techniques qui se trouvent dans votre rapport. La Cour vous a requis pour dire à la Cour la cause du décès du regretté Kabeya, Fiston, dont vous avez examiné le corps. Est-ce que êtes-vous prêt à expliquer
votre rapport. Si vous n'en avez pas une copie, la Cour peut vous passer votre propre rapport pour mieux expliquer certains termes qui sont dans votre rapport et pour éclairer sa lanterne par rapport au code d'IDC des fistons Kabea. C'est ça. Que ceux qui ont trouvé des difficultés à interpréter certains termes posent les questions, comme ça j'y réponds. En résumé, par rapport à ce que l'organe de la loi venait de dire, la cause du décès, c'est l'hémorragie cérébrale. Cette hémorragie cérébrale n'est pas survenue par hasard. Elle peut survenir lorsque la tension dans les vaisseaux du cerveau dépasse leur résistance. À ce moment-là, le vaisseau éclate. C'est une des modalités. Il peut aussi survenir à la suite d'une onde de choc, c'est-à-dire d'un coup donné sur la boîte crânienne et qui continue jusqu'à ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte crânienne, c'est-à-dire le cerveau. Voilà. Dans le cas que nous avons eu à examiner, nous avons trouvé effectivement qu'il y avait au niveau du cuir chevelu et au niveau du cerveau du sang qui ne devait pas s'y trouver. C'était un endroit anormal pour le sang. Le sang doit être dans les vaisseaux. Et maintenant, lorsqu'il y a des difficultés quant à l'interprétation de certains termes techniques, je suis là pour y répondre. Double emploi. Tout est déjà consigné, mais vous relevez tout simplement les mots techniques qui a posé problème dans l'interprétation et ce dernier est disposé à y répondre. Pour le ministère public, s'il n'y en a pas, on passe la parole à la défense. Oui, je pense qu'on peut également savoir la code d'IDC, n'est-ce pas? Il a pris le rapport, il a adressé. Je me limite là parce que c'est ce qu'on cherche. C'est là la préoccupation de la Cour qu'on voudrait vider par rapport à la code d'IDC du regretté fiston Kabea. Nous voulons, sur la Cour s'est retrouvée à un certain moment bloquée par rapport à cette code d'IDC. C'est ainsi que nous avons requis le médecin pour qu'il fasse un travail technique et qu'il puisse nous éclairer la Cour par rapport à ça. Je pense que c'est la préoccupation principale du ministère public et même de la Cour. Merci. Cependant, avant de conclure, il dit pour la manifestation de la vérité, il y a lieu que la Cour procède aux 9 recommandations, entre autres, quelle a été la santé de Kabea avant sa mort, quels sont les témoins qui l'ont vu avant de décéder, les conditions dans lesquelles il était détenu, et ainsi de suite. Pour lui, ces recommandations, quelle est l'incidence de ces recommandations, au cas où elles ne sont pas observées par la Cour, pour la manifestation de la vérité? J'ai dit. Merci beaucoup. De la parole. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. C'est vrai que au pénal, il n'y a pas de hiérarchie de preuves. Donc, on doit rester ouvert et examiner tous les points à faire. C'est dans ce sens-là que je souhaitais que si on veut vraiment connaître la vérité, l'on aille puiser un petit peu dans ces domaines-là. D'après les dires,
ce qu'on a reporté ici en disant version de apprendre avec une réserve d'usage. Cela signifie que on rapporte sans cautionner ce que l'intéressé nous raconte. Donc on ne prend pas position. Il s'est fait que la personne avait été arrêtée et emmenée dans l'historique à la primature. De là, la personne a été amenée au cachot, je crois, de l'auditorat, quelque chose comme ça. Lorsque cette personne est arrivée, elle devait, à moins qu'elle ait été seule dans la cellule. S'il y avait d'autres personnes avec elle, il serait intéressant quand même de savoir dans quel état cette personne est arrivée à cet endroit. Et donc, les deux, son état de santé se présentait comment? Lorsque quelqu'un arrive maladif, ou en train de trembler, ou en train de boiter, n'importe qui peut savoir que cette personne n'est pas bien. Si cette personne n'est pas bien, on s'enquiert quand même de son état, de façon à pouvoir lui apporter le secours nécessaire, si c'est nécessaire. Cet aspect serait intéressant quand même à exploiter. Dans quel état le regretté Fiston est arrivé à la primature et qui l'a emmené au cachot de la Gamisée, le roi. S'il y avait d'autres co-détenus, ceux-ci ont pu voir dans quel état cette personne est arrivée. Ce serait important. Après l'avoir arrêté, on l'a emmené, comme je viens de vous le dire. Mais c'est un agent de l'ordre. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en détention sans l'auditionner, sans savoir ce qu'il a commis comme infraction, et ainsi de suite? Si cela a été fait, ça doit être consigné dans un PV. Il faudrait voir un peu ce qu'il y a dans ce PV qui peut aussi aider. Les conditions de détention. Une reconstitution familiale, une descente sur la scène du crime, peut nous apporter beaucoup d'informations. Rien qu'avoir l'état de l'endroit où les gens sont détenus, les conditions dans lesquelles ces gens sont détenus, tous ces éléments sont importants. Et si les conditions de détention ne sont pas favorables à l'état de santé de certaines personnes, ceci est aussi une information importante à poser. Et les co-détenus demeurent toujours des témoins privilégiés. Je pense que pour le triomphe de la vérité, il faudrait écouter un peu leur version des choses parce qu'ils étaient détenus aussi. Un autre problème à l'hôpital militaire. Pourquoi est-ce qu'on les a amenés à l'hôpital? C'est que leur état n'était pas bien. Entre le 25 et le 29, je crois, le jour où Fiston nous a quittés, il s'est écoulé 3 ou 4 jours. Quel était l'état de santé de Fiston à ce moment-là? Si son état se détériorait, pourquoi ne l'a-t-on pas emmené à l'hôpital tout de suite? Donc ce sont toutes ces questions qui reviennent.
par rapport aux lésions, on peut expliciter les attentes de l'organe de la loi. Lorsqu'on reçoit un coup sur la tête, selon l'intensité de ce coup, on peut être groggy, vraiment. Ça veut dire qu'on perd plus ou moins connaissance. Et si le coup est très très fort, on peut même tomber. Ça signifie que les cellules du cerveau ne fonctionnent plus. Lorsqu'on tombe inconscient, on ne choisit pas comment on va tomber. La première partie du corps qui touche le sang, c'est cette partie-là qui portera les indices de la chute. C'est ainsi que si on tombe à la place, la partie postérieure de la tête peut cogner le sol. Selon l'intensité de cette chute, les lésions peuvent être tout à fait évidentes. Et dans ces cas, on peut effectivement aussi perdre une connaissance. Les lésions que l'on a décrites peuvent relever d'autres causes, comme je viens de vous dire, une chute, en cas de crise d'épilepsie, en cas de baisse du taux de sucre dans le sang. Quand c'est ainsi, le cerveau ne fonctionne pas. Et là, la personne peut tomber. On ne va pas choisir de quelle façon elle peut tomber. Quelqu'un qui pique une crise d'épilepsie va se retrouver dans la même situation. C'est cela aussi qu'il fallait creuser pour savoir si, au-delà des signes qui montrent que les lésions constatées sont des lésions antémortelles, c'est-à-dire du vivant de la personne, on élimine tout de suite les autres instruments du neurone. Parce que le type de lésion vous conduit à en déduire l'organe ou l'objet qu'on a utilisé pour ce faire. Par exemple, lorsque vous utilisez un couteau c'est une arme blanche, tranchant, coupant. Une arme comme ça laisse toujours des lésions particulières qui ont des caractéristiques particulières. Mais lorsque l'arme utilisée, l'objet utilisé, c'est un objet qui a une masse, un volume, un poids, on dit objet contondant. Il faut savoir comment cet objet a été manipulé. Un objet qui n'acquiert pas une vitesse ne peut pas générer de l'énergie cinétique. Et donc, lorsque la structure de la cible n'est pas costaude, c'est la cible qui va être démolie. Mais si c'est l'objet qui n'a pas une structure solide, c'est l'objet qui va être démoli. Et donc, le type de lésion provoquée par des objets contondants, ce sont des ecchymoses. L'ecchymose, c'est une suffusion sanguine superficielle, ce que l'on appelle bleu, votre nom. Ça, c'est la contusion du premier degré. Mais si l'intensité est plus forte, elle peut créer ce qu'on appelle une bosse sérosanguine, c'est-à-dire un hématome. Et l'hématome, c'est une contusion du second degré. Et il se crée une collection de sang. Voilà. C'est ce qu'on avait constaté effectivement à l'examen de la dépouille du regretté fiston. Lorsque cette intensité est encore beaucoup plus forte, elle peut provoquer la fracture de n'importe quel os. Ici, c'est la boîte crânienne, c'est un os.
qui peut aussi se fracturer lorsqu'il y a un coup important. Ce qu'on n'avait pas trouvé dans ce cas, par contre, on avait trouvé des ecchymoses, des hématomes et à l'intérieur de la boîte crânienne, une hémorragie cérébrale. Les cellules nerveuses sont excessivement sensibles et vulnérables à la diminution ou au manque d'oxygène. Dès que la quantité d'oxygène baisse un peu, on peut tomber en syncope. Et si on ne fait rien, on entre dans le coma. Et si on ne fait rien, on peut perdre quelqu'un comme ça. Voilà un peu votre honneur, si je peux me limiter là, en attendant d'autres questions. Ok, merci beaucoup. Les explications sont tout à fait claires, mais la soif, la réponse sous 7 ou 8 réserves. Alors, en cas d'inobservation de l'une des conditions, est-ce qu'il y a un incident direct sur le résultat que vous aviez présenté à l'issue de votre travail? Est-ce qu'il y a un incident direct en cas d'inobservation de l'une des recommandations faites par vous? Merci pour la parole accordée, votre honneur. Bien sûr, je venais de dire que il y a eu mort d'homme. Et donc c'est une perte. Et on n'a pas le droit d'être superficiel. Donc on doit épuiser toutes les sources d'informations qui permettent à la vérité de triompher. C'est dans ce sens-là. Par exemple, si auprès des témoins privilégiés, ceux qui l'ont vu dernièrement vivant, on peut avoir des informations qui peuvent être utiles. Le fait de voir dans quelles conditions ils étaient détenus, ça peut nous aider aussi à comprendre que, à la suite d'une défaillance, il a pu se passer ceci ou cela. Mais sans ces informations, on ne peut pas conclure. Ce que l'on a mis noir sur blanc, ce sont nos constatations. Ça s'arrête là. Mais pour tracer un lien d'imputabilité, quant à dire c'est ceci ou cela qui a provoqué, ça c'est pas le travail du médecin légiste. Nous examinons les lésions, nous essayons de comprendre comment ces lésions ont été produites, on appelle ça cinétique lésionnelle, et la gravité de ces lésions, leur impact sur la vie de la personne, et ainsi de suite. Ça oui, ça c'est notre travail. Mais nous ne pouvons pas dire désigner les responsables. Non, ça c'est le travail de l'organe de la loi et des enquêteurs. C'est pour ça qu'il faut revoir un peu tous ces aspects. Il y a un élément important, pardon. Oui, allez-y. Il y a un élément important à votre honneur. Les 3 personnes ont été conduites à l'hôpital central militaire. En arrivant, le médecin de l'hôpital a constaté que Fiston était déjà mort. Il est important de savoir si Fiston était mort au cachot, à l'extérieur du cachot ou pendant son transfert. C'est très très important tout ça dans le timing. Il a été conduit avec 2 autres détenus qui, eux, ont été hospitalisés. Où sont-ils? Parce que c'était des co-détenus. Donc, eux aussi pouvaient nous donner quelques informations utiles sur ce qui a pu se passer en dernier lieu. C'est pour ça que j'avais soulevé ces quelques préoccupations. Ok, merci beaucoup. À part ça, est-ce que vous êtes édifié? Non, d'abord, vous êtes satisfait par rapport à la réponse? Merci, jusque-là, Président. Et ce qui a été dit tout à l'heure. D'hommes, et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère,
et qu'il faille épuiser toutes les recommandations. Donc il faut fouiner pour en savoir plus. Mais certes, j'apprécie sa modestie. Il dit qu'il se limite à faire le constat. C'est ainsi qu'il a par exemple parlé de la baisse du taux de sucre qui peut être aussi à la base de la mort. Mais je voudrais quand même, parce qu'il a presque dit en finissant, a-t-il vu le certificat de décès, oui ou non? Est-ce que vous avez vu les scores? Merci, Votre Honneur, pour la question. Non, justement. Dans des cas comme ça, ce n'est pas ce certificat de décès qui est valable. Le certificat de décès, c'est l'expression écrite des constatations cliniques. Donc, lorsque le décès est suspect, si les conditions sont suspectes, ce certificat n'est pas valable. Il sera valable après la mission, par exemple, que vous nous aviez donnée. C'est à nous à délivrer le certificat de décès, parce que nous aurons constaté et la cause du décès. Voilà. En tous les cas, nous n'avons pas eu ce certificat, et ce serait intéressant aussi de savoir quel est le médecin qui a rédigé ce certificat. Parce que c'est lui qui a examiné le corps avant que nous le fassions. Et donc, il peut avoir des informations importantes. Un médecin bien formé peut faire la différence entre un bleu, une blessure, ainsi de suite. Si le corps qu'on lui apporte présente des signes d'agression, tout de suite, il va avoir le réflexe de se dire, ça, ce n'est pas une mort naturelle. Une mort naturelle, c'est une mort de cause interne. Par exemple, quelqu'un qui souffrait du cœur, qui en meurt, quelqu'un qui a fait un AVC ou 2 fois, troisième fois, qui en meurt, quelqu'un qui a une cirrhose, qui en meurt, on sait que cette personne souffrait de ceci et elle est partie. Mais quelqu'un qui apparemment n'avait pas ce genre de problème, et vous apprenez tout d'un coup qu'il est mort, ça fait partie des morts que l'on qualifie de suspectes. Et toute mort suspecte relève de la justice, votre honneur. C'est à ce moment-là que nous le requérons et nous faisons notre travail. Ok, merci beaucoup. À se dire, s'il existait, il serait suspect parce qu'il s'agit d'une mort suspecte, dès lors que Kabe, avant de décéder, a passé plus de 4 jours au niveau de l'auditorat sans que l'on sache dans quelles conditions il était. Avec votre permission, je crois qu'il y a des confrères qui ont des questions à faire poser. Merci. Ok, c'est bon. Merci, messieurs les premiers présidents, de la parole accordée. Déjà dans l'entrée du jeu, messieurs les premiers présidents, nous saluons la narration telle que présentée par l'expert en séjour, messieurs les présidents. L'on peut encore réaffirmer en séjour, messieurs les premiers présidents, de ce que nous avons dit à l'audience de la fois passée, que nous confirmons ce rapport, et ce rapport va à l'avantage ou à l'intérêt de tous les prévenus qui comparaissent par devers vous, messieurs les premiers présidents. Mais voici une autre question, messieurs les premiers présidents. C'est le premier président parce que l'expert vous a dit tout à l'heure ici que les policiers Kabea, sa mort est suite à l'hémorragie cérébrale. Et par rapport à l'hémorragie cérébrale, le médecin a parlé de 2 causes. Il a donné des hypothèses, monsieur le Premier Président. Il a parlé des tensions dans le cerveau, il a parlé des chocs, ainsi de suite. Maintenant, notre question est celle-ci. Comment peut-on retenir des tensions cérébrales à l'égard de la mort du policier Kabea? Quand il parle de tension cérébrale, on peut admettre ou on peut conclure que les policiers Kabea avaient reçu les coups administrés par quelqu'un, ou soit les policiers Kabea avaient reçu les coups lorsqu'il était tombé, ou soit la tension était par rapport à l'AVC. C'est ça les 3 préoccupations, monsieur le Premier Président.
Oui, docteur, vous pouvez répondre directement. Merci, votre honneur, pour la partie de comprendre les mécanismes qui peuvent amener à la mort. C'est vrai que ce n'est pas votre tasse de thé, mais c'est parce que vous n'avez pas eu la formation biomédicale. C'est tout à fait normal. C'est un peu le problème que nous avons avec les termes juridiques. C'est un peu compliqué. Ce sont les griefs que les uns font aux autres, ainsi de suite. Il faut qu'on se comprenne. En médecine, la médecine n'est pas une science exacte comme les maths. Il y a des faisceaux qui conduisent à un certain diagnostic. Ces faisceaux, c'est tout ce que l'on constate d'anormal. Quelqu'un de normal, il marche comme ça. Quelqu'un qui n'est pas normal, il marche comme ceci. Pourquoi il marche comme ça? On cherche à savoir. Et lorsqu'on trouve la cause, on peut mettre le lien entre cette cause et la mort éventuellement. Voilà. Pour l'hypertension. Être détenu, c'est pas... Enfin, passer un temps au cachot, c'est pas comme passer un temps à la plage. On est stressé. On a perdu sa liberté. On n'est pas sûr du lendemain. Si en plus les conditions de détention ne sont pas bonnes, cela influe sur la tension de la personne. Elle peut faire effectivement ce qu'on appelle un pic hypertensif, c'est-à-dire une montée brutale de la tension artérielle. Mais les vaisseaux du cerveau peuvent, si ce pic arrive, peuvent éclater et provoquer ce qu'on appelle l'hémorragie cérébrale. On appelle ça accident vasculaire cérébral, ici hémorragique, parce qu'il y a éclatement du vaisseau. Ça peut arriver. Ne l'ayant pas examiné de son vivant, nous ne pouvons pas connaître son état de santé avant. Souffrait-il d'hypertension? Soignait-il cette hypertension ou non? Ce qui concerne l'hypertension. 2. Il y a des maladies qui provoquent une sidération du cerveau. C'est l'épilepsie dont je vous ai parlé. Mais quelqu'un qui fait, qui pique une crise d'épilepsie, une crise d'épilepsie ne passe pas inaperçue. C'est tout à fait spectaculaire. Et par conséquent, l'éco-détenu, s'il était advenu qu'il ait fait, qu'il ait piqué une crise d'épilepsie au cachot ou à l'extérieur du cachot, les témoins privilégiés restent encore des co-détenus. Encore faudra-t-il savoir si le regretté fiston souffrait d'épilepsie. Là, c'est son médecin de famille ou sa famille pourrait nous renseigner sur ce point. Voilà. Ok, merci beaucoup. Satisfait? Tout à fait, monsieur le Premier Président. Franchement, la que donne l'expert en séjour. Mais monsieur le Premier Président, est-ce que nous voulons vraiment être concrets par une réponse de la part des renseignants, de l'expert, j'allais dire, monsieur, excusez, monsieur le Premier Président. Je reviens toujours à l'une des questions que nous venons de faire poser à l'expert, parce qu'il parle des coûts. Lui étant médecin, lui étant expert, qu'est-ce que la défense peut retenir? C'est un coût ou ce sont des coûts constatés par un individu ou ce sont des coups constatés lorsque la personne était tombée par terre? Nous voulons vraiment être éclairés, précis par rapport à cette réponse. Rendez un peu la question intelligible. Bien qu'il a déjà répondu intelligiblement, mais nous voulons aussi être concrets, monsieur le Premier Président. C'était suite à l'hémorragie, c'était suite
à la tension au niveau du cerveau. Là, vraiment, nous sommes tout à fait d'accord avec l'expert. Mais la question qui reste pendante, pour ce qui nous concerne, Monsieur le Premier Président, est celle de savoir la tension. Quand est-ce qu'on peut constater la tension au niveau du cerveau? C'est lorsque on vous a administré les coups, ou soit c'est lorsque vous êtes tombé par terre. Le docteur asséné sur le crâne ébranle le cerveau que la boîte crânienne est censée protéger. Cela peut amener au cisaillement de vaisseaux qui peuvent éclater et donner aussi une hémorragie. L'onde de choc d'un coup sur la tête peut avoir les mêmes conséquences. C'est un peu ce qu'on a essayé d'expliquer dans le rapport. Mais un coup très fort ne va pas provoquer tout de suite une hypertension. Ce sera plutôt l'hypotension. Un coup très fort va provoquer l'hypotension. C'est à cause de ça que la personne va tomber. Parce que quand la tension baisse à un niveau trop bas, la pompe cardiaque ne fonctionne plus normalement. Et donc, elle pompe, comme on dirait, à vide. Et je vous ai dit que les cellules du cerveau sont excessivement vulnérables et sensibles au manque d'oxygène. Et si le cœur ne fonctionne pas, il n'envoie pas le sang au niveau du cerveau, ces cellules seront les premières à souffrir de ce manque. Il y aura syncope, qui est la première phase de l'inconscience. Si on ne fait rien, l'inconscience va s'approfondir, on entre dans ce qu'on appelle le coma. Et si toujours rien n'est fait, cette personne peut mourir. C'est un peu ça. Maintenant, lorsqu'on fait une chute, quelle que soit la façon dont on tombe, il y a toujours une partie du corps qui touche le corps. La première. On peut tomber sur l'arrière, sur le dos, sur l'épaule, ainsi de suite. La tête viendra peut-être en second plan, parce qu'il y a d'abord la chute et puis cela. Quand la tête va cogner le sol, effectivement, à l'endroit où la tête aura cogné le sol, c'est ça l'impact, c'est là que l'on va trouver la lésion. Maintenant, si c'est un coup que l'on a donné, c'est à l'endroit où ce coup a touché le corps que l'on va trouver ces stigmates, comme je vous ai expliqué. Et Kabea qui passe 4 jours au-delà, sans manger ni boire, et qu'il a été même constaté que son ventre et sa vessie étaient vides. Est-ce que les conditions telles que décrites peuvent-elles à la base de la baisse du taux de sucre? En pareille condition, est-ce que, voudrais-je dire, ces conditions peuvent-elles être à la base d'une crise pouvant entraîner jusqu'à la mort? Nous avons dit. Merci beaucoup. Docteur, vous voulez répondre? Effectivement, nous avons constaté que il n'y avait rien dans l'estomac, même pas le reste des repas digérés, qu'on appelle chine. C'était anormal. Et puis, au niveau des mains, nous avons remarqué des signes de déshydratation. Et ce qui a expliqué aussi qu'au niveau de la vessie, on n'a rien trouvé comme urine et ainsi de suite. Et effectivement, l'hypoglycémie peut provoquer une chute comme ça d'ailleurs. Et selon la manière dont on tombe, les parties du corps qui touchent le sol peuvent être endommagées. Donc, l'hypoglycémie, comme dit Maître, peut effectivement provoquer ça.
Merci beaucoup. Il y a une question. Il commence d'abord par nous dire qu'il n'y a pas une cause scientifique directe liée à la mort. C'est par principe à la liberté des causes qui peuvent entraîner la mort qu'il a émis toutes ces hypothèses. Alors, ma préoccupation, c'est la suivante. Parce que lui, il est l'expert qui est venu nous renseigner. Il commence par nous dire qu'il fallait poser la question aux témoins oculaires, ceux qui ont vécu les faits. La Cour a déjà eu à entendre les témoins oculaires qui étaient présents au moment de l'arrestation de Kabeya. L'arrestation qui était très violente, où on a administré au regretté Kabeya des coups de pied, des coups de crosse, et à la tête et à d'autres mandats. Avant même qu'on l'amène à l'auditoire. Kabeya était un homme vivant ce jour-là. Il était en train de régler la circulation. C'est qu'il n'était pas malade. Il était sur la voie publique en train de régler la circulation. On l'interrompt dans ces conditions à faire son travail. On le prend violemment. On le fait monter dans ce qu'on appelle Bercy par la police. Alors, dans cette violence, Bercy, c'est le milieu de l'air du derrière. Il y a des barres de fer qui séparent sous cette violence par rapport à ce que vous avez constaté. Est-ce que vous pouvez nous dire les conséquences liées au coup qu'il aurait reçu ce jour-là et les conséquences qui sont liées à la violence qui a été perpétrée contre lui ce jour-là avant de l'amener à l'auditoire? Encore, faudra-t-il souligner qu'en dehors des coups qu'on a administrés, le lieu de son arrestation, on ne sait pas ce qui est arrivé quand on l'a amené à la primature. Si on a continué encore pour Yongaye, on a tout évité. Alors, l'état dans lequel on a amené à l'auditoire, un état d'un homme très affaibli, un état d'un homme très affaibli, avec des tenues déchirées, parce que vous êtes l'expert qui est là pour nous éclairer la cour. Pouvez-vous, en âme et conscience, nous dire par rapport aux exigences de votre métier, dans de telles circonstances, après avoir examiné le corps, qu'est-ce que nous direz, que pouvez-vous dire à la cour dans de telles circonstances? Merci. On n'aurait pas dû l'amener ni au cachot, ni à l'auditoire. Quelqu'un que l'on a lynché, parce que c'est ça qu'il faut sous-entendre. Son état nécessite l'hospitalisation et non pas la détention au cachot. C'est une question à laquelle il faudra quand même qu'on réponde. Parmi les interrogations que j'ai posées, c'est dans ce sens-là. Donc, son état nécessitait une prise en charge médicale, une hospitalisation et non pas une détention. C'est déjà une anomalie en soi. J'apprends effectivement que l'arrestation était tumultueuse. Les détails que l'on vient d'apprendre ici, coup de crosse, coup de pied, et ainsi de suite. D'accord. Crosse. Tout objet contondant, comme la crosse. Lorsque on tape sur la tête ou n'importe sur quelle partie du corps, il y aura la forme de la crosse. Voilà, sous forme d'échymose, sous forme d'hématome. Parce que tout objet contondant qui a acquis une certaine vitesse
génère ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Et ça se traduit justement sur la cible, soit sous forme de bleu, soit sous forme de peau sérosanguine qu'on appelle hématome, et ainsi de suite. Voilà. Donc, à l'adresse de l'organe de la loi, effectivement, si cette version est la réalité, l'orientation était déjà faussée. Et par conséquent, ce n'est pas normal que l'on ait admis en détention quelqu'un dont l'état de santé était fragilisé par les coups éventuellement reçus, et le garder pendant 3 à 4 jours. D'où l'importance de revoir encore les conditions de détention, ce qui a pu se passer, et ainsi de suite. J'ai dit. La Cour aussi avait une préoccupation à soumettre à votre interprétation. Je pense que vous n'avez pas de papier pour noter, mais il serait très intéressant que vous puissiez noter, mais connaissant votre capacité, votre intelligence, je pense que vous allez retenir ces 3 petites questions. Ces questions, je les tire de votre rapport d'autopsie. Je voudrais que la Cour voudrait que vous puissiez l'éclairer sur, d'abord, les terminologies. Dans votre rapport à la page 4, vous parlez de... Je vais vous lire. S'agissant de l'examen interne et nécropsie, c'est-à-dire l'autopsie. Niveau céphalique. Plus bas là-bas, ce qui nous intéresse, vous dites, c'est-à-dire ouverture de la boîte crânienne. Lorsque vous avez opéré l'ouverture de la boîte crânienne, vous avez noté une hémorragie sous-durale et intracérébrale, sans fracture de la voûte crânienne. La voûte crânienne, c'est quoi? Et puis, vous dites sans fracture. À la page 6, s'agissant des traumatismes crânio-encéphaliques, vous dites qu'il s'agit d'un transfert d'énergie cinétique d'un objet contondant sur la tête. L'onde des chocs a occasionné une fracture de la boîte crânienne et une hémorragie cérébrale. D'un côté, vous vous dites voûte crânienne sans fracture, et puis fracture de la boîte crânienne. Ces 2 concepts-là, ces 2 termes techniques, si vous pouvez les placer dans leur contexte pour que nous puissions bien comprendre. La deuxième, c'est par rapport à votre exposé, à votre narration de fait. Vous donnez la date du décès. Doit-on considérer? Parce que tout à l'heure, là, vous veniez de dire qu'il n'appartenait pas au médecin qui l'avait reçu. En cas, selon vous, de suspicion, c'est le médecin légiste. Mais est-ce que cette date ici, du 29 mars 2025, est-ce que c'est la date du décès du défunt Kabea que la Cour doit retenir, ou selon vous? Parce que dans le rapport médical, vous ne précisez pas la date et l'heure à laquelle, la date précise et l'heure à laquelle le défunt Kabea est décédé. Alors, en lisant votre exposé des faits, votre rétoire, nous retrouvons une date, la date du 29 mars 2025. Est-ce que c'est cette date-là? Est-ce que c'est cette date-là que la Cour doit retenir? Alors, la troisième question, peut-être la dernière pour moi.
Docteur, vous avez dit ceci. Quand vous avez expliqué en résumé votre rapport, vous avez dit qu'en ouvrant la tête, vous avez trouvé du sang qui n'avait pas sa place dans la boîte crânienne ou là-dedans, dans la tête. Du sang qui n'avait pas sa place. Du sang qui coulait en dehors des veines. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon la médecine légale, selon vous, experts, un homme qui se présente dans cet état peut être dans quel état? Pendant combien de jours? Le sang, ça commence à circuler maintenant. Est-ce que c'est tout de suite qu'il tombe, qu'il s'évanouit, qu'il perd connaissance, qu'il a des vertiges? Ça peut prendre combien de temps? Cette question va nous renvoyer à la deuxième. Merci beaucoup. La voûte crânienne, c'est tout ça. C'est ça qu'on appelle voûte crânienne. C'est ça. Elle est composée des os, l'os frontal, les os pariétaux, l'os occipital, qui est la partie postérieure de la boîte crânienne. Et puis, de chaque côté, les os temporaux. C'est tout ça qu'on appelle la voûte. Le sommet de cette voûte, c'est ça qu'on appelle le vertex. Ce sont des termes usités. Bien. Que se passe-t-il lorsque... Que s'est-il passé lorsqu'on a ouvert? On a trouvé du sang sous la membrane qu'on appelle la dure-mère. Dure-mère. C'est une membrane fibreuse qui amarre, qui fixe le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc à chaque mouvement de la tête, le cerveau ne bouge pas dans la boîte crânienne. On a trouvé du sang en dessous. C'est ça qu'on appelle hémorragie sous-durale, sous la dure-mère. Ok? Bien. Le sang doit circuler dans ces tuyauteries. Vous avez cité une partie ici, les veines. Le sang doit circuler dans les veines et les artères. Le sang ne peut pas se trouver en dehors de cela. C'est anormal. Donc, dès qu'on trouve du sang en dehors des tuyauteries, c'est qu'il y a un problème. C'est un peu comme avec la régie des eaux. Lorsque un tuyau est percé, l'eau sort. L'eau ne devrait pas être dehors. Elle devrait circuler dans la tuyauterie. Voilà. À propos de la fracture, on n'a pas constaté de fracture. À la page 6, j'explique les effets d'une contusion, les effets d'un traumatisme. Ça peut provoquer l'hémorragie, l'échymose, l'hématome, la fracture, ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est une explication. Ce n'est pas ce que nous avons constaté. Nous n'avons pas constaté de fracture. Sinon, ce serait documenté. Et on n'a pas l'habitude de taire ou de cacher ce que l'on a vu, ni d'ajouter ce que l'on n'a pas vu. Ce n'est pas déontologique du point de vue médico-légal. Nous nous battons pour le triomphe de la vérité. En aucun cas, nous ne pouvons taire ce que nous avons constaté. Non. En quoi est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà. Y a-t-il une autre préoccupation? Merci. L'heure, ah oui. À propos du certificat, la personne est arrivée morte à l'hôpital. À quelle date? À cette date-là. Et donc, si cette personne était morte le 28, on l'aurait amenée le 28. Parce que la place du mort, c'est pas parmi les vivants. Donc on l'a amené directement à la mort. C'est pour ça qu'on a retenu cette date.
Voilà. Le médecin qu'il a eu, lui, c'est, puisque c'est lui qui a emmené la dépouille de fiston à l'hôpital, à cette date-là. C'est celle-là que l'on a retenue, parce qu'on ne peut pas inventer. Et de un, comme j'avais répondu à l'organe de la loi, si les lésions aussi importantes qui ont touché le cerveau, la personne serait morte le même jour. Il y a une plus grande probabilité que cette personne soit morte le même jour, eu égard à la gravité des lésions. Oui, mon général, nous vous avons bien suivi. Mais je voudrais revenir sur la question. Si la Cour vous a bien compris, la Cour doit noter que au niveau de la médecine légale, il n'est pas possible que vous puissiez déterminer l'heure ou le jour du décès de quelqu'un, d'un cadavre. Parce qu'on apprend l'archéologie, on a trouvé des os qui datent d'autant d'années. On a trouvé ceci, un cadavre qui date d'autant de mois. Mais vous avez été saisi. Et je vous rappelle que vous avez dit ici que c'est le médecin qui avait constaté le décès. Ne pouvait pas, ou pouvait estimer, non, voilà, la cause de la mort, il est mort par ceci, par cela. Et que le vrai certificat, c'est vous, médecin légiste. Donc nous devons noter qu'à votre niveau, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas attelé par rapport à rechercher ça. Vous êtes contenté au jour qu'on vous a rapporté du décès. Est-ce qu'il est impossible? Il vous a été impossible de déterminer l'heure et le jour et l'heure du décès de M. Kabea. Mais la dernière question, et vous pouvez disposer à vos ordres. La recherche de la vérité, nous ne jugeons pas, nous ne tranchons pas, nous ne sommes pas habilités à prononcer un arrêt, mais cette recherche de la vérité, c'est ce qu'il faut que toutes les parties sont pas devant votre honneur. Et c'est dans ces mêmes soucis que vous avez fait venir le général. Donc, ou bien c'était, je précise, ça peut paraître très court. Non, hein? Le nom, l'identité, en fait, votre nom. Grade, c'est pour le respecter. Voilà, commissaire supérieur à Joe Moulinda. Ok. Peut regarder le BS. J'ai dit ça avec beaucoup d'importance. Puisque en regardant le BS qui font partie, qui sont de ces unités, et ils viennent par des bavures vous dire nous exécutons le mandat, et ils ne sont pas de nous, ils font partie de l'IPEKIN. C'est là de vous dire qu'ils n'exécutent rien. Il ne faut pas attendre. Si tel est le cas, c'est vrai, on va suivre la demande du ministère public, ils n'exécutent rien. Ils n'ont rien fait. Et les actes déposés par la Cour prouvent qu'ils font partie de l'unité. Ils nous répondent, ils exécutent tout en vous disant non, ils ne sont pas partie de mon unité. Ça n'a pas de sens. Au moins, est-ce qu'il peut nous dire CBS vient d'eux ou CBS a été confectionné par Dounia? Votre honneur, j'avais dit ici, nous pouvons dire quoi? Dans le mode de fonctionnement de notre unité, le requérant partant de la Constitution lui donne lui le pouvoir de se choisir sa sécurité propre. Je suis très clair, j'ai déjà répondu à ça, je réponds à votre honneur, monsieur le président, que le bulletin de service, ce n'est pas qui que ce soit, moi, Dounia ou qui non. La demande du requérant précise. C'est sur la demande du requérant. Les policiers qui sont là, je suis très clair pour vous enseigner à cela, que les policiers étaient sélectionnés à partir de la primature. On envoie la liste
à l'unité. Le général ne s'exécute que sur la demande du requérant. Le policier, c'est un policier de la République, peu importe son unité, mais dès lors qu'il est choisi par le requérant, on s'incline. Et pour répondre à l'exécution du mandat, à votre honneur, Monsieur le Président, je vous précise que le mandat est en exécution, en pleine exécution, puisque nous sommes sur le terrain. Et comme preuve, nous vous avons apporté les identités de ces policiers et leurs adresses pour dire que les policiers ne sont plus là. Et c'est ça la seule réponse à ça. Mais pour ne pas se décourager et que les mandats ne nous avaient pas donné une durée exacte pour se limiter dans la recherche et dans la poursuite de ces policiers, nous sommes encore sur le terrain. Mais pour répondre à l'honneur de votre cours, nous devons d'abord sursoir ça et venir répondre et vous faire les rapports. C'est ici le lieu de vous faire les rapports, monsieur le Président. C'est ici, le mandat est en exécution. Le policier, moi je suis l'officier de renseignement de la police congolaise. C'est-à-dire, la justice, elle est là pour tout le monde. Et lorsque nous exécutons, nous qui sommes les auxiliaires de la loi, nous exécutons la décision de la justice. Mais on ne peut pas dire que non, SD, alors celui-là, il a telle race, il a telle couleur, il n'est pas... Non. Même si sur le mandat, on dit d'arrêter un militaire, on arrête un militaire, on arrête un civil, on arrête un civil, puisque nous exécutons les mandats et mandats de la justice. Et on ne peut pas discriminer les policiers, non. Votre remercié par le parti civil, leur préoccupation c'était celle de savoir comment, parce que l'instruction a démontré noir sur blanc que tous ces éléments qui étaient à la suite de la maman Premier ministre n'appartenaient pas à votre unité IPI. Il y a des éléments qui viennent à gauche, à droite. Mais, curieusement, la responsabilité a été endossée par le commandant IPI en apposant sa signature comme si administrativement il gérait tous ces policiers. Alors qu'il y a des policiers qui échappent à son contrôle. Donc comment est-ce qu'un élément de l'IPI peut être mis à la disposition de la primature par le commandant IPI? Donc c'est des unités différentes de la police. C'est ça la préoccupation. À votre honneur, Monsieur le Président, je crois avoir répondu, et je vais toujours me répéter. Les requérants, je le répète, Monsieur le Président, les requérants, c'est lui qui formule sa demande. Et ça ne se fait pas seulement la primature. C'est dans toutes les autres institutions publiques de l'État, tout comme les particuliers, puisque nous sécurisons même les VIP, nous sécurisons même les particuliers. C'est-à-dire, nous nous inclinons seulement à la Constitution, qui demande, qui donne les pouvoirs, les mandats aux requérants. Je parle des requérants, Monsieur le Président. Ok, merci beaucoup. On ne peut pas s'éterniser sur cette question. On comprend bien. Je crois que de l'autre côté, on a compris. Et on va tirer toutes les conséquences de un petit élément important. C'est très important, tout en respectant l'officier qui comparait. Au moins, vous avez compris que les policiers qui étaient affectés à la primature sont le choix du requérant, ça veut dire le père. À l'attente, je ne sais pas si le requérant il fait déjà quelqu'un d'autre. Ça, c'est une hypothèse. C'est lui qui choisit et il peut le choisir à l'IPEKIN, aux services spéciaux, il le choisit et il enjoint l'ordre à l'IPHP de faire un baisse en endossant la responsabilité de leurs unités. Et la police fonctionne comme ça. S'il peut répondre, si c'est comme ça que la police fonctionne, un commandant qui n'a pas la gestion d'un élément, mais qui endosse la responsabilité d'un bulletin de service pour cet élément-là. Non, ce n'est pas lui de répondre ou de confirmer, mais c'est une observation que vous aviez tirée. Battez ça dans vos conclusions. Nous nous soumettons à la Cour. On est à la Cour. Merci beaucoup. De l'autre côté. Nous avons entendu les partis civils
soufflé le chaud et le froid en disant que l'UPHP devrait à la fois endosser sa responsabilité en ce que les noms de tous les policiers sont repris sur le PS, donc ils relèvent de l'UPHP, mais en même temps, les mêmes partis disent comment l'UPHP pouvait mettre sur le bulletin des services des éléments qui ne relevaient pas des autres. Donc ils soufflaient à la fois le chaud et le froid tout à l'heure. À la question tout à l'heure posée, celle de savoir, c'est même une fausse observation qui a été faite, que la requérante aurait fait le choix des policiers. Tout à l'heure, cela a été dit. Tout cela a été dit ici, qu'il en est de même pour toutes les institutions ainsi que les particuliers, auxquels on affecte non seulement les unités, les éléments de l'UPHP, mais on peut affecter également des éléments qui relèvent ailleurs. C'est comme si cela était parole d'évangile ou parole d'un médecin, alors que selon l'OMS, tout être humain est un malade qui s'ignore. J'étais surpris d'entendre la bouche d'un avocat que Gaben ne souffrait pas de l'épilepsie, il était en bonne santé. Je voulais juste à ce niveau, parce que plus tard peut-être je n'aurai pas l'occasion d'y revenir. C'était les quelques observations que je voulais faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole de Milio se fait. Le major vous est disposé. La Cour vous remercie infiniment. À présent, on vient de terminer le gouvernement colonial. Est-ce que les partis sont disposés à plaider quant au fond? Ne manifestez pas les signes d'approbation de promotion. C'est pas nous sommes prêts à plaider aujourd'hui. Et nous demandons à votre ministre de nous donner 4 jours. Oui, non, 4 jours. 4 jours, c'est-à-dire le vendredi. Oui. Pour que le vendredi on puisse présenter le temps pour nous de réfugier notre Okay. de tous les éléments. Nous avons un secours, combien c'est le secours pratiquement 7 nous. Nous pensons. Mais je vais terminer par cette observation puisque la Cour est en train déjà de vouloir renvoyer l'audience, si la Cour nous permettait, disant que la question qui était sous débat, c'était des renseignements. Et en droit congolais, je n'ai pas encore vu un renseignant qui s'est fait assister par un avocat de tout ce qu'on peut parler. Tout le moyen qui était à répondre pour l'IPHP, c'est à l'IPHP de répondre, avocat d'une partie accusée alors que l'IPHP n'est pas accusé, ne comparaît pas par devant vous. La Cour nous a rappelé que le général et ses collaborateurs sont venus à la diligence de la Cour pour répondre pourquoi il y a eu la léthargie quant à la demande d'exécuter un mandat. Et j'estime que la Cour ne tiendra pas compte des éléments développés aux ressources d'un renseignant qui, en droit congolais, doit comparaître juridique, soit un avocat ou un défenseur judiciaire, comme un défenseur militaire. Élément important. Et si la Cour renvoyait le vendredi, c'est bon droit, nous pouvons revenir le vendredi et terminer ce qui a déjà été commencé. Merci beaucoup. La défense. Monsieur le Premier Président, j'aimerais à ce niveau rappeler que nous sommes en matière de flagrance. Nous sommes en matière de flagrance et qu'il y va de la liberté. Il y a l'épée de Damoclès qui pèse sur cette personne. Et nous sommes ici, bientôt 2 mois, ces personnes souffrent. Elles ont hâte de connaître leur sort. Nous sommes en matière pénale, même si on n'était pas en flagrance. C'est une matière qui requiert célérité. Parce que l'instruction a été claire, l'instruction a été faite. Qu'est-ce qui empêcherait à votre cour de statuer à l'audience de ce jour? Encore que, c'est à nos risques et périls,
Le ministère public connaît bien son dossier. J'ai vu les parties civiles très éloquentes durant toute l'instruction. C'est des grands plaideurs qui ne jurent qu'au nom de la condamnation des prévenus. Il va de notre droit que nous puissions connaître notre sort. Jusqu'à quand seraient-ils détenus? Seraient-ils dans cet état sans connaître leur sort? Faut-il que l'un d'eux succombe pour qu'on parle encore d'une autre flagrance? En disant même que ce n'est pas à la plage, rien qu'être dans ces conditions-là, ça a provoqué, ça peut créer une tension, pouvant mener à la mort. Monsieur le Premier Président honorable de la Cour, le ministère public connaît son dossier. Il est là, il est éloquent. Il est expérimenté. Il n'est pas moi qui vous apporta le dossier. Il connaît le dossier pour requérir. Ce n'est pas ici qu'il va le faire. Il l'a fait déjà. Il sait ce qu'il doit dire. Il ne faut pas une fuite en avant. Et l'on vous propose dans 4 jours, un jour férié. Nous voulons en découdre aujourd'hui. Nous voulons connaître notre sort aujourd'hui. Si condamnation il y aura, eh bien, il faut que de bon droit que cette condamnation arrive. Mais par contre, nous voulons connaître notre sort. Ils sont 7. Faites une proposition. Nous sommes prêts à plaider aujourd'hui. Ils sont en détention, des gens qui ne savent pas prendre en charge les avocats qui viennent ici. Prodéo. Nous ne serons pas loquaces. 2 minutes suffisent pour que nous puissions parler ici et maintenant en finir. Eux ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Nous avons des gens que nous voyons dans cette situation. Des pères de famille, femmes, enfants qui courent, qui viennent aux audiences tous les jours. Ils veulent enfin connaître le sort. C'est comme quelqu'un qui a une maladie, il veut en fait en savoir. Dois-je mourir ou pas mourir? Monsieur le Premier Président, il n'est que 15 h, la Cour est habituée à siéger même à 19 h, 20 h. Vous avez de l'énergie. Nous voulons découdre ici et maintenant. C'est lui qui nous a amenés ici. Ok, merci beaucoup, maître. Par voie d'autorité, remet l'affaire contradictoirement pour le jeudi, avec une seule obligation plaidoirie et éventuellement arrêt. On va plaider et la Cour va décider le même jour jeudi. Ok. Plus rien n'étant inscrit